Madame le directeur général de l'Institut Pasteur, Madame Alice Dautry, Monsieur l'ambassadeur du Bénin, Monsieur l'ancien directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, cher Dr Nakajima, le plus français des médecins japonais, Messieurs les présidents ou anciens présidents, Messieurs les médecins généraux, mes chers collègues, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs. Contrairement à ce que vous pourriez croire, nous sommes en 1908 et je m'appelle Alphonse Lavran. L'an dernier, j'ai eu le très grand honneur d'être le premier Français à recevoir le prix Nobel de médecine. Ce prix récompensait la découverte que j'ai faite il y a presque 30 ans des parasites responsables du paludisme. Le montant de ce prix, j'ai décidé de le consacrer à la création d'une société savante, la Société de pathologie exotique. Des réunions préparatoires en présence de M. Roux ont permis d'en préciser les objectifs. Cette société prend aujourd'hui son envol, souhaitons-lui longue vie et fructueuse activité scientifique. Tel aurait pu être, à peu près, le discours inaugural d'Alphonse Lavran à la première séance de la Société de pathologie exotique. Comment cette société a-t-elle traversé le siècle qui vient de s'écouler? Comment se porte-t-elle? Quelles sont ses perspectives d'avenir? Telles sont les questions que l'on peut, que l'on doit poser aujourd'hui en cette journée du centenaire. Il n'est de vraie valeur que l'homme, et notre société vaut d'abord par les hommes qui l'ont animée tout au long du XXe siècle. La liste en est impressionnante. Elle comprend notamment les noms de Lavran, Calmette, Chagas, Osvaldo Cruz, Émile Brundt, Carlos Finlay, Robert Koch, Metchnikov, Charles Nicolle, Yersin, Vincent, Jameau, Manson, Short, Garnham, Brusquat et tant d'autres. De grands savants, mais aussi, surtout, des hommes de terrain qui ont consacré leur vie, aussi bien personnelle que scientifique, à la médecine d'outre-mer. Les uns et les autres ont présenté aux réunions mensuelles de notre société et publié ensuite dans notre bulletin les résultats de leurs travaux, des découvertes dont certaines constituaient des progrès majeurs qui ont marqué l'histoire de la médecine tropicale. La liste en est, elle aussi, impressionnante. Elle va du typhus, qui en 1928 valut le prix Nobel de médecine à Charles Nicolle pour la découverte de la transmission de cette maladie par le pouls, à la maladie du sommeil, la fièvre jaune, le paludisme, la lèpre, l'onchocercose, la peste, la maladie de Chagas dont le premier cas a été, en 1909, simultanément publié au Brésil, mais aussi à Paris, devant la Société de pathologie exotique. Mais à partir de ces grands anciens et de ce passé prestigieux, comment notre société a-t-elle évolué et quelle est sa situation présente? Reconnue d'utilité publique en 1962, la Société de pathologie exotique est forte de près de 600 membres, dont 40% d'étrangers. Elle compte dans ses rangs des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, civils ou militaires. Parmi eux, des universitaires, des chercheurs, des praticiens de terrain. Notre société a des liens étroits avec le service de santé des armées, avec le réseau international des instituts Pasteur et instituts associés, avec l'Institut fédératif français de médecine tropicale et avec les autres instituts français et étrangers de médecine tropicale. Elle est membre de la Fédération européenne et de la Fédération internationale de médecine tropicale et elle s'appuie sur des comités locaux aux Antilles, en Guyane, à La Réunion et sur un réseau de correspondants nationaux au Cameroun, au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal, au Niger,
au Cambodge. Son bulletin, publié 5 fois par an et largement diffusé, est l'une des publications majeures de médecine tropicale en langue française. Par ailleurs, et ceci est important en matière de défense de la francophonie, ce bulletin offre à de jeunes confrères africains la possibilité de publier leurs résultats et de se constituer ainsi une liste de titres et travaux dans la perspective de concours et en particulier de l'agrégation en médecine. Est-ce à dire que la situation est idéalement facile? Évidemment non. Et il a fallu que, tout en restant elle-même, notre société sache s'adapter à un monde qui a considérablement changé. L'intensification des voyages internationaux a conduit la pathologie tropicale à nos portes, mais une pathologie tropicale coupée, au moins en partie, de son contexte habituel de pauvreté, de malnutrition, d'infections multiples. Parallèlement, dans les années 60, la disparition des empires coloniaux a entraîné une diminution considérable du nombre de médecins tropicalistes. Et c'est ainsi qu'en moins de 20 ans, le nombre des médecins militaires français servant en Afrique est passé de plus de 1300 à 12. Mais s'il devait évidemment tenir compte de ces changements et de ces changements considérables, notre société tenait aussi à rester fidèle à ses traditions et à demeurer une société francophone et une société fondamentalement généraliste. Il s'agissait là d'un double défi. Poussé en effet par la nécessité de publier dans des revues scientifiques à index de citation élevé, et donc presque toujours anglophones, les chercheurs, et en particulier les plus jeunes d'entre eux, se tournent progressivement vers des sociétés savantes spécialisées, parfois même hyper spécialisées. Parallèlement, sur le terrain, les médecins tropicalistes ne sont plus uniquement des chercheurs, des militaires ou des universitaires, mais de plus en plus, ce sont des confrères exerçant dans des organisations non gouvernementales. C'est donc vers eux que notre société devait aussi se tourner, ce que nous avons fait en les associant largement à nos réunions. Ces réunions ne sont plus désormais mensuelles, mais limitées à 5 ou 6, avec au moins 2 séances thématiques qui sont consacrées cette année à la maladie de Chagas et au leishmaniose. Mais les mêmes causes produisant évidemment les mêmes effets, les sociétés de médecine tropicales étrangères, et en particulier européennes, connaissent des difficultés analogues à celles que nous affrontons. Il était donc logique de nous rapprocher de ces sociétés pour unir nos efforts. C'est ainsi que, notamment par l'organisation de séances communes. Et c'est ainsi qu'en avril dernier, une séance très riche a été conjointement organisée avec la Société italienne de médecine tropicale. Nous avons pu faire le point sur des arboviroses d'importance très actuelle, notamment dans le sud de l'Europe, dengue, chikungunya, infection à virus Toscana. Enfin, dans notre souci de défendre la francophonie, certaines de nos réunions, et c'est évidemment le cas de celle-ci, sont diffusées sur les sites de l'Agence universitaire de la francophonie et sur les sites liés à l'Université numérique francophone mondiale. Ceci dans 6 pays d'Afrique subsaharienne et à l'Université Sangor d'Alexandrie. Beaucoup a donc été fait et bien entendu, beaucoup reste aussi à faire. Comment ne pas évoquer ici la péroraison du discours inaugural de Lavran il y a un siècle? Malgré tous les progrès réalisés dans le domaine de la pathologie exotique, nous n'avons pas à craindre qu'il ne nous reste rien à faire et nous pouvons nous mettre au travail avec le légitime espoir d'être utiles. La voie était ainsi tracée. Le programme de cette journée et votre présence montrent de façon éclatante la bonne santé de la Société de pathologie exotique, pour laquelle certains confrères voulaient voir une vieille dame, alors qu'elle sait faire la preuve de sa vitalité quasi juvénile.
Il me soit permis, en terminant, de saluer les nombreuses personnalités qui nous font l'honneur de leur présence. Madame Alice Dautry, Monsieur l'ambassadeur du Bénin, le Dr Nakajima, l'Institut Pasteur, auquel, je le rappelle, la Société de pathologie exotique est et veut rester indissociablement liée. Je dois saluer aussi, avec très grand plaisir, les anciens présidents de notre société, Marc Gentilini, Pierre Penn, Alain Chipot, Pierre Saliou. Je voudrais également saluer et remercier nos conférenciers, qui comptent parmi eux, vous le savez, un tout nouvel académicien, nos conférenciers qui nous apporteront les informations les plus récentes sur certains des aspects majeurs de la médecine tropicale. Enfin, pour illustrer la vocation évidemment ultramarine de notre société, nous avons invité 4 collègues venant respectivement d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Océanie. Ils nous présenteront certaines des questions très actuelles de la médecine tropicale dans la partie du monde qu'ils représentent aujourd'hui parmi nous. Enfin, à vous tous, venus parfois de très loin pour témoigner la fidélité de votre attachement, je souhaite très chaleureusement la bienvenue et je déclare ouvertes les cérémonies commémorant le centenaire de la Société de pathologie exotique. Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs les présidents, les directeurs, les médecins généraux, chers collègues, chers amis. C'est pour moi un grand honneur et aussi un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. C'est une grande année, c'est une année de célébration pour nous, c'est l'année du centenaire de la Société de pathologie exotique, c'est aussi l'année des 120 ans de l'Institut Pasteur. Et cette cérémonie que vous avez aujourd'hui se situe dans un ensemble de cérémonies que nous avons à l'Institut Pasteur cette année, les 100 ans du prix Nobel de Metchnikoff, les 25 ans de la découverte du sida, les 100 ans de la Société de pathologie exotique, et puis en novembre, les 100 ans les 120 ans de l'inauguration de l'Institut Pasteur. Donc vous voyez, nous sommes dans une année de célébration. Et je ne sais pas si nous sommes à la tête de vieilles dames ou de vieux monsieur, mais je crois qu'aussi bien la Société de pathologie exotique que l'Institut Pasteur sont au contraire très jeunes et regardent vers l'avenir avec un très grand dynamisme. Et c'est ça qui me frappe au fond le plus, ce sera peut-être mon dernier mot. À un moment donné, on a pu penser, bon voilà, tout ça, c'est des méthodes anciennes, c'est des maladies anciennes, c'est localisé. Et au fond, avec les années qui passent, et surtout les 5-10 dernières années, on se rend compte que toutes nos missions, aussi bien à votre société que les nôtres, sont maintenant au cœur de l'actualité, et encore bien plus au cœur de l'actualité qu'elles ne l'ont jamais été. Et je crois qu'il faut que nous en prenions la mesure, que nous en tirions chacun de nous les conséquences, et que nous agissions en fonction de ça. Et en tous les cas, c'est ce que nous essayons de faire à l'Institut Pasteur, et ce que j'essaye de faire. Et je suis sûre que c'est ce que vous faites aussi. Et donc, je finis par longue vie et succès à la Société de pathologie exotique. Et merci encore pour votre attention. Quel avenir pour l'humanitaire? Nous avons demandé à Jean-Christophe Rufin de nous faire cette conférence inaugurale. Jean-Christophe Rufin a été, comme vous le savez, élu à l'Académie française hier. Il est reparti au Sénégal aujourd'hui et donc nous allons avoir sa conférence par vidéo. Médecin, neuropsychiatre, il est également écrivain, ce qui lui vaut cette élection à l'Académie française, le plus jeune académicien actuellement. Et l'ensemble de ces qualités nous ont paru intéressantes pour avoir un nouveau visage de l'avenir de l'humanitaire. Voilà, quel avenir pour l'humanité. Monsieur le Président, Messieurs les professeurs, mes chers confrères, j'aurais beaucoup aimé être parmi vous aujourd'hui. J'en avais pris l'engagement. Malheureusement, à l'heure où vous verrez ce petit film, je serai dans l'avion pour retourner au Sénégal. Et c'est du Sénégal donc que je fais
cette communication et je vous remercie de bien vouloir excuser cette absence. Voilà. Quel avenir pour l'humanitaire? C'est le sujet qui m'a été proposé. C'est un sujet qui est toujours d'actualité, qu'il a été longtemps et qu'il est encore et qu'il est plus que jamais aujourd'hui parce que l'action humanitaire a toujours été en fait liée aux différents épisodes de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de constance, il n'y a pas de continuité dans l'action humanitaire, il y a une forte adaptation aux circonstances et on peut dire que depuis plus de 2 siècles, les formes de l'action humanitaire, les formes de l'action caritative se sont toujours renouvelées en fonction des circonstances extérieures. L'humanitaire, par définition, s'adapte notamment à la guerre, s'adapte aux populations, s'adapte aux exigences médicales et aux moyens. Et par conséquent, nous sommes toujours amenés à nous poser la question de sa transformation et de son avenir. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a vu arriver finalement des phénomènes nouveaux que je qualifierais de 2 manières. D'un côté, le retour de vraies guerres, avec de vraies armées, de vraies oppositions entre États, et de l'autre côté, au contraire, des conflits de plus en plus déstructurés et qui ne sont pas favorables non plus à l'action humanitaire. Les vraies guerres. Le meilleur exemple, c'est l'Irak. La guerre en Irak, c'est une guerre qui a eu toutes les apparences de la guerre classique, tout au moins à ses débuts, avec l'opposition de 2 armées, etc. Dans ce genre de conflit, il y a très peu de place pour l'humanitaire. On l'a vu par exemple pour le conflit israélo-palestinien, très peu de place pour l'humanitaire. Les humanitaires ne sont pas à l'aise dans ces grands conflits entre États. Ils n'y ont pas leur place. Ils ont leur place à condition d'être dans les valises de telle ou telle armée. Et on l'a vu pendant la guerre d'Irak, les humanitaires ont été pratiquement absents. Et aujourd'hui, ils le sont aussi parce que la dangerosité du pays fait qu'ils ont peu de place pour y intervenir. C'est la même chose en Afghanistan. Ces vraies guerres, ces grosses guerres classiques finalement, n'ont plus rien à voir avec les opérations de maintien de la paix et elles ne sont pas favorables du tout aux interventions humanitaires indépendantes. Et puis à l'autre extrême, vous avez des situations de conflit aujourd'hui où alors là, c'est vraiment au contraire l'éparpillement, le morcellement, la déstructuration. La Somalie par exemple. En Somalie aujourd'hui, vous avez des factions armées très nombreuses, vous avez une poussière de mouvements, bien sûr il y a l'armée éthiopienne, mais mis à part ça, pratiquement, vous ne pouvez plus faire entrer d'expatriés, vous ne pouvez plus envoyer personne, car la dangerosité du conflit est telle qu'il n'y a plus d'espace, tout simplement, pour agir. C'est la même chose, ou presque, au Darfour, avec de très nombreux mouvements, un caractère imprévisible, friable de la situation, et une extrême dangerosité pour tous ceux qui veulent y prendre part. C'est vrai aussi à l'est de la RDC, par exemple. Donc on a un ensemble de situations aujourd'hui qui sont de plus en plus soit organisées avec l'intervention de l'armée américaine ou autre qui ne vous laisse pas d'espace, soit au contraire désorganisées et qui ne sont pas non plus favorables aux organisations humanitaires. Donc finalement, si vous regardez un panorama aujourd'hui des conflits où il est possible d'intervenir, eh bien ce panorama est assez restreint. Et finalement, les organisations humanitaires n'ont pas beaucoup de moyens et de capacités pour agir. Dans le domaine des catastrophes naturelles, c'est un peu pareil. Dans le domaine des catastrophes naturelles, on l'a vu avec l'affaire de Birmanie, il y a des catastrophes naturelles, mais beaucoup d'États, soit parce qu'ils fonctionnent bien, qu'ils ont leur propre système de secours, soit parce qu'ils ont des choses à cacher et ne souhaitent pas que des étrangers viennent se balader chez eux, mais beaucoup d'États récusent les interventions extérieures. C'était le cas en Birmanie, par exemple, pendant les inondations. Donc là non plus, ça n'est pas forcément très favorable. Ce qui explique qu'au fond, les humanitaires en ce moment ont tendance à se réfugier vers des crises un petit peu moins dangereuses pour eux, et notamment les questions alimentaires. Et on l'a vu ces derniers temps en Afrique, il y a une évidente surenchère autour de la question des émeutes de la faim. Bon, dans certains pays, il y a eu des émeutes de la faim. Dans d'autres, notamment ici au Sénégal, on ne peut pas parler d'émeutes de la faim. Il y a eu des manifestations, mais qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ça. Mais on a vu que les ONG tout de suite criaient à la famine et appelaient à l'aide. Pourquoi ? Parce qu'en gros, elles n'ont pas beaucoup d'autres endroits pour agir et qu'elles ont tendance, je ne dirais pas à créer des occasions d'intervenir, mais en tout cas à essayer de tailler un peu sur mesure
des crises dans lesquelles elles seraient à même à avoir une place. Donc ceci, à mon avis, est un élément assez grave, parce que je pense que d'ici quelque temps, et on l'a vu avec la réaction notamment d'un pays comme le Sénégal, à ces dernières crises alimentaires, beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de pays du Sud vont développer une certaine méfiance à l'égard des ONG, en pensant que finalement ces ONG sont des charognards, qu'ils cherchent à créer des occasions d'agir, et que ce sont en quelque sorte des gens qui viennent pas forcément produire une catastrophe, mais en tout cas se nourrir de la catastrophe et d'une certaine manière l'aggraver. Et on sent bien qu'il y a là la source de quelque chose de préoccupant. Pendant très longtemps, les organisations humanitaires et les pays du Sud ont été en phase. Ils se comprenaient bien. Les pays du Sud comprenaient que les organisations humanitaires travaillaient avec eux et pour eux. Et aujourd'hui, est en train de naître un peu ce sentiment diffus que les organisations humanitaires pourraient agir contre eux et que, d'une certaine façon, ils pourraient être mus plus par leur propre logique d'intérêt pour se survivre à eux-mêmes, pour finalement justifier leur activité, que pour venir au secours de ceux qui en ont besoin. Donc ça, c'est un élément en ce moment très préoccupant et qui est la source d'un possible divorce, d'une possible crise de confiance entre les humanitaires et les pays qui pourraient éventuellement bénéficier de leurs interventions. Alors, il ne faut pas voir les choses non plus de façon complètement négative. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments positifs dans cette crise et dans cette situation puisque finalement, on a vu qu'à chaque période historique, il y avait de nouvelles organisations, de nouvelles formes de l'humanitaire qui se créent. Je pense que ça sera vrai encore aujourd'hui. Je pense qu'il y aura une réaction. Bon, d'abord, je voudrais dire qu'on n'a pas le choix. Je pense que lorsqu'on est, comme nous, des pays, comme nous sommes des pays démocratiques, Tocqueville, déjà, au XIXe siècle, lorsqu'il visitait les États-Unis de l'époque, avait été frappé par ça. Il disait finalement, démocratie et humanitaire, ça va ensemble. Si vous êtes finalement un citoyen d'un pays démocratique, ça veut dire que vous vous sentez égal avec les autres. Si vous vous sentez égal, ça veut dire que vous êtes capable de vous mettre à leur place. Ça veut dire que le malheur qui les frappe, c'est aussi votre malheur. Il y a une forme de compassion qui fait que vous les comprenez, vous vous comprenez, et que, par conséquent, cette idée de philanthropie, on l'a bien vu avec les Américains, ils se sont construits, vraiment, la nation américaine s'est construite autour de la philanthropie. Et bien pour nous, c'est un peu pareil aujourd'hui. Nous sommes dans cet univers démocratique un peu contraints de continuer à défendre ces valeurs. Et le jour où on dirait il y a des inondations, on les laisse crever, il y a des guerres, tant pis, laissons-les mourir, je pense que nous ne serions plus tout à fait nous-mêmes. Donc nous sommes condamnés en quelque sorte à faire vivre cette action humanitaire. Simplement, il ne faut pas la faire vivre à n'importe quel prix et n'importe comment. Il faut la faire vivre en essayant, d'une certaine façon, de lui donner un sens ou de préserver son sens. Et à l'évidence aujourd'hui, il faut la réorienter. Il faut la réorienter parce qu'il y a beaucoup trop d'argent pour l'aide d'urgence. Il y a beaucoup trop d'argent pour nourrir des bureaucraties, pour nourrir des grandes organisations qui sont finalement, qui ont parfois perdu le sens de leur propre action, comment dirais-je, qui ont perdu le sens de leur vocation initiale. Et je crois qu'il serait temps peut-être déjà de nous éloigner de ce qui a dominé ces 30 dernières années, c'est-à-dire le tout urgence. Urgence, tout mettre vers l'aide d'urgence, c'était vraiment quelque chose d'excessif. Je crois qu'il faut revenir à des formes d'action qui drainent un peu tout cet argent vers des choses moins émotionnelles. C'est vrai que c'est plus facile de collecter de l'argent sur des crises. C'est plus facile de montrer des enfants qui souffrent, des enfants malnutris, des gens qui fuient la guerre. C'est vrai que c'est plus facile à faire. Mais en même temps, il faut que cette compassion, cet élan émotionnel serve à quelque chose de durable. Ça ne sert à rien de drainer cet argent pour ne rien faire ou pour faire des choses qui n'ont pas de sens ou pour faire des choses en excès à des endroits et au contraire abandonner d'autres zones. Donc je crois qu'il faut rééquilibrer beaucoup plus l'humanitaire vers les questions de développement, vers les questions d'action à long terme et quitter un peu cette obsession de l'action d'urgence. En deuxième lieu, je crois que nous serons amenés aujourd'hui à réfléchir sur les relations entre les humanitaires et les militaires de façon plus nette. Il n'y a pas véritablement là-dessus une doctrine
très, très clair. Je crois que la difficulté de nous situer dans cette espèce de mélange des genres entre l'humanitaire et le militaire n'est plus possible et qu'il faut que nous clarifions vraiment le mandat de chacun. Les humanitaires ont un mandat, les militaires en ont un autre, et le mélange des genres qu'on a connu ces dernières années n'est plus tolérable. Et enfin, et je crois que c'est la piste la plus intéressante, il y a quelque chose qui, moi, me semble positif dans le fait que les crises sont plus difficiles, finalement, à approcher pour les humanitaires. Ce qui est bien, c'est que dans cet état de fait, c'est que finalement, ça les incite à se diriger vers les phases d'avant les crises et les phases d'après les crises. On le voit très, très nettement. La prévention d'un côté, la post-crise de l'autre, la reconstruction, sont des moments sans doute beaucoup plus importants et qui avaient été négligés. La crise elle-même, le moment dramatique lui-même, c'est important d'y faire face, mais ce qui est important surtout, c'est de l'éviter, c'est de se situer avant, c'est-à-dire dans la prévention. Si je reprends la question alimentaire, par exemple, c'est pas la peine d'attendre qu'il y ait des famines et puis d'arriver avec des sacs de riz. C'est pas ça ça sert à rien. En revanche, agir avec les pays pour l'autosuffisance alimentaire, pour le développement de stratégies agricoles qui permettent de faire face et d'éviter la crise, ça c'est évidemment la voie à suivre. Donc il faut se situer avant et non pas attendre que la crise soit constituée. Donc c'est un peu un déplacement du centre d'intérêt. Ne pas attendre d'avoir des enfants malnutris partout, mais se situer au contraire dans des phases d'alerte où on peut être actif sur les développements même de la crise. Et puis la reconstruction, après la crise. Donc ça c'est très important aussi. Et on voit, notamment dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup moins de conflits aigus, beaucoup de conflits au Libéria, en Sierra Leone, etc., même en Côte d'Ivoire, se sont résolus ou sont en voie de résolution. L'aide humanitaire continue d'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, elle se déplace vers le post-crise, c'est-à-dire vers la reconstruction d'États. Et ça, c'est un domaine pratiquement vierge. Comment fait-on pour aider un État qui a disparu, ou qui est cassé, ou qui a été vraiment fortement touché par une crise? Comment fait-on pour l'aider à se reconstruire? Et c'est un enjeu fondamental, parce qu'on ne peut pas maintenir un État sous perfusion, on ne peut pas maintenir une région sous perfusion. La seule façon de lui venir en aide de façon durable, c'est de lui permettre de se réorganiser, de se reconstruire lui-même, c'est-à-dire avec une souveraineté, avec un État. On n'est plus à l'époque que j'ai connue, qui n'est pas si ancienne, où la Banque mondiale disait toutes les dépenses en faveur des États, etc., sont des dépenses contre le développement. Non, on sait aujourd'hui que pour acquérir un certain développement, il faut des structures étatiques, il faut une armée, il faut une police, il faut une douane, il faut un contrôle du territoire, il faut des gardes-côtes, etc. Donc c'est très important de reconstruire ces éléments de l'État et de permettre à ces États d'éviter de retomber dans la guerre ou dans la crise. Donc je crois que si les humanitaires surmontent ces difficultés aujourd'hui, ce sera en répondant à ces nouveaux défis, c'est-à-dire en quittant peut-être le domaine émotionnel, le domaine un peu facile au fond, qu'ils ont connu dans ces années 80 et qui a fait les beaux jours des ONG. Et c'est en allant vers des choses peut-être plus ingrates, mais beaucoup plus nécessaires, que sont la prévention des crises et le retour à la normalité, que sont aussi l'aide aux États, parce que je crois que tout passe quand même par là, par le renforcement des États, notamment dans les pays du Sud. C'est là que véritablement nous avons à agir, et c'est comme ça que nous pourrons rétablir une sorte de continuité entre les moyens dont disposent aujourd'hui les humanitaires et entre les besoins qui peuvent exister dans le monde. Merci beaucoup. Stéphane Delarocque est vétérinaire, parasitologue. Avec le CIRAD, il a travaillé en Afrique, en Amérique du Sud. Avec l'EDEN, il a travaillé sur les maladies émergentes en Europe. Actuellement, à la FAO, il participe à la surveillance des maladies animales et zoonotiques. La Société de pathologie exotique est parfois confondue avec les maladies tropicales. Et donc, nous avons bien évidemment demandé à Stéphane Delarocque de nous parler de l'influence des changements climatiques sur l'épidémiologie des maladies transmissibles. Je vous remercie et merci de me donner cette occasion. Alors j'espère que je ne travaille pas pour une de ces organisations
qui finalement coûtent très cher et ne servent pas à grand-chose. Mais d'emblée, je vais me mettre dans la logique de ce que vient de nous expliquer M. Ruffin, parce que je crois que c'est extrêmement important, surtout sur un sujet comme celui-là, où effectivement on peut faire du catastrophisme, on peut faire beaucoup de spéculation, on peut faire peur. Et l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de réfléchir un petit peu avec vous sur beaucoup plus une approche fonctionnelle, une approche qui nous permettrait d'essayer de comprendre comment des variations dans notre environnement, et notamment climatique, pourraient affecter le fonctionnement des maladies, et en même temps, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Je vais commencer avec une diapositive qui est un petit peu dure à lire, je suis désolé, mais qui va me servir simplement pour rappeler que c'est relativement classique de voir l'impact du climat sur des maladies. Ça, c'est simplement une diapositive qui explique comment est-ce que la grippe aviaire, avec les oiseaux migrateurs, a pu descendre des zones de reproduction du nord de Kazakhstan, de la Sibérie, où les oiseaux se rassemblent chaque année, pour redescendre avec la vague de froid, avec l'arrivée de l'hiver, vers la mer Caspienne et la mer Noire. Comment est-ce que la Turquie et la Roumanie, le delta du Danube, ont été touchés à ce moment-là. Et là, on va essayer une animation, s'il vous plaît. Et là, l'histoire est un petit peu amusante, enfin plus amusante, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2005, fin de l'année 2005, début 2006, on a eu un épisode de froid extrêmement important. Nos collègues qui travaillaient dans l'Institut du delta du Danube nous disaient le delta est gelé, on n'a pas vu ça depuis très 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 longtemps. Et on voit ici comment cette vague de froid a poussé progressivement les cas de grippe aviaire. Alors on travaille actuellement, on réfléchit sur quelles espèces pourraient avoir eu des mouvements ou des déplacements anormaux qui pourraient expliquer pourquoi est-ce que l'Europe a été touchée, sans doute liée à cette vague de froid. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ce n'est pas complètement nouveau que des événements climatiques un petit peu forts puissent avoir un impact sur la distribution de maladies. Par contre, c'est beaucoup plus complexe dès lors qu'on parle de maladies, notamment vectorielles, où là, on va avoir véritablement un impact dans l'écologie même de la maladie, le fonctionnement même de la maladie. Cette diapositive est simplement pour rappeler, encore une fois, qu'effectivement, on peut imaginer que ces facteurs climatiques vont intervenir sur les rapports entre le vecteur, le pathogène et son hôte, mais derrière, il y a tous ces autres éléments, notamment anthropiques ou agroécologiques, la transformation de nos paysages, qui vont également intervenir. Alors, quand on réfléchit sur l'impact potentiel du changement climatique, bien sûr, en laboratoire, on a testé, on sait que si on augmente la température, on va augmenter le taux d'infection, c'est des choses très, très classiques en entomologie médicale. On va augmenter la vitesse de multiplication du virus à l'intérieur de l'insecte, on va augmenter également les taux de mortalité. Donc on peut continuer à faire des modèles du type de celui qu'on a montré, la grande formule. Mais bon, ça ne suffit pas forcément à tout bien comprendre. Et par exemple, il y a d'autres modèles qui sont plus spatiaux, qui consistent à dire, bon, essayons de travailler un petit peu sur les environnements favorables à cet insecte, et puis regardons, sur la base de ce qu'on sait, d'endroits qu'on connaît, quelles sont les possibilités d'extension. Dernier exemple, mais qui est tellement beau que je ne pouvais pas le passer sous silence, c'est celui des encéphalites attiques. Et en Europe, le travail qui a été réalisé dans le cadre d'un projet important qui s'appelle EDEN par les équipes menées par Sarah Randolph d'Oxford, qui a travaillé sur ces encéphalites et sur les populations de tiques en Europe, et en particulier qui a montré, en recherchant dans toutes les statistiques nationales, l'explosion des incidences des encéphalites à tiques dans les pays de l'Est, et notamment après l'effondrement du mur de Berlin. Alors, bien sûr, on fait le parallèle par rapport au réchauffement attendu ou observé des températures, mais ce n'est pas le facteur le plus important. Le facteur le plus important, plus qu'encore une fois que l'évolution des moyennes, c'est ce que l'on observe, ce qu'on a observé bien cette année, le changement dans le démarrage du printemps, la manière dont les saisons évoluent l'une par rapport à l'autre. Cette année, on l'a vu, on a eu un début d'année avec, quand était-ce, au mois d'avril, quelques 2 semaines extraordinaires, où là, d'ailleurs, les populations de tiques en France ont explosé. Et puis après, tout s'est effondré à nouveau. Et en fait, cette explosion est extrêmement importante parce que si vous connaissez bien les encéphalites à tiques, vous savez qu'il y a un élément primordial dans l'épidémiologie des encéphalites, c'est que
notamment lorsque les tiques, les larves et les nymphes sont capables de se nourrir au même moment sur le même animal, ce qu'on appelle le co-feeding. Compte tenu de la virémie très courte chez les rongeurs de ce virus, en fait, lorsque les deux stades sont au même endroit au même moment, eh bien à ce moment-là, on a une véritable explosion. Et en fait, les changements, les démarrages très brutaux de printemps sont en faveur de la synchronie de ces deux cycles de l'insecte. Ce qui est intéressant, j'aime beaucoup les nouvelles approches, les nouvelles réflexions autour de l'écologie des maladies. Et certaines équipes en France, la France est assez leader là-dessus, vont même jusqu'à un certain militantisme pour expliquer qu'il va finalement bien falloir passer de l'approche classique aux vecteurs pathogènes environnement vers véritablement une épidémiologie écologique. Alors, je ne suis pas encore complètement convaincu pour personnellement faire le pas, mais je trouve qu'il y a quand même des idées tout à fait passionnantes là-dedans. Alors, il y a aussi un mot très important quand on parle de changement climatique, c'est on parle d'impact et puis on parle d'adaptation. Alors là, je ne vais pas avoir le temps de trop m'étendre là-dessus, puis je pense que ce n'est pas forcément le sujet, mais il va bien falloir nous adapter. M. Ruffin le disait tout à l'heure, il va falloir nous adapter. Alors comment ? Avec des services qui fonctionnent mieux, il nous a expliqué comment est-ce qu'il fallait envisager l'humanitaire. Je pense qu'en matière de santé, j'ai retrouvé énormément de choses, énormément de préoccupations de tous les jours que l'on a dans un organisme comme la FAO, avec effectivement pas forcément des fonds qui ne viennent que quand il y a de l'urgence ou quand il y a une épidémie, mais effectivement des travaux de plus longue haleine sur des appuis institutionnels. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille ce site internet de ce projet européen dans lequel d'ailleurs l'Institut Pasteur est partenaire, qui rassemble un très grand nombre d'instituts en Europe et qui travaille vraiment sur cette thématique. Et puis, toujours un peu de publicité, mais ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le prochain numéro spécial de la revue scientifique et technique de l'OIE est dédié à cette thématique. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup à Stéphane Delarocque pour son intervention passionnante. Donc, on n'a pas prévu de questions après les conférences, mais vous pourrez vous rattraper pour les questions sur la deuxième partie de la séance. Bien, nous allons maintenant avoir une interruption pour une pause café, pour une photographie, mais je souhaite également pour une visite au poster. Nous avons 60 communications affichées, issues d'un nombre bien plus considérable de propositions qui nous avaient été faites. Ces communications affichées sont de très grande qualité. Je crois qu'elles méritent toute notre attention. À tout à l'heure. Je ne pense pas que et puis le cafouche qu'on peut garder éventuellement si on veut y mettre une photocopieuse. Ils ne peuvent pas, monsieur. Voilà. Notre aspect, c'est que si on reste...
Est-ce qu'une nouvelle pandémie de grippe aviaire va survenir? Je crois que la plupart des experts s'accordent pour dire oui, bien que l'on ne sache ni le lieu, ni quel virus sera responsable. Pour nous éclairer, nous avons demandé à Madame Cruy, qui est de l'Institut Pasteur du Cambodge, de venir nous rejoindre. Elle est le chef de l'unité de microbiologie alimentaire et elle va nous montrer les liens qu'il y a entre les cas humains et en particulier l'écologie et l'épisode aussi de grippe aviaire, où est-ce que nous en sommes. Madame Cruy, merci. D'abord, je voudrais adresser mes remerciements à Monsieur le Président. En cette journée solennelle de le centenaire de la Société Pathologie Exotique, à tous les amis, chers amis, collègues. Je voudrais vous faire parcourir avec moi le travail de consensus de plusieurs scientifiques de la région de l'Asie. Le cas spécial de grippe aviaire au Cambodge. Ici, c'était une photo de satellite prise pour le Cambodge, juste pour vous faire parcourir l'expérience cambodgienne. Le Cambodge était bordé de ce côté par le Vietnam, de ce côté par la Thaïlande. Ici, c'était une zone marécageuse. On a actuellement 13 millions d'habitants. La population dans la ville, c'était environ 3 millions. 80% de population réside dans la zone rurale. Plus de 80% de poulets élevés sont des poulets de basse-cour. Voici les grippes aviaires recensées de 2004 à 2007. On voit qu'entre 2004 à 2007, il existe au total 24 foyers épidémiques différents qui se sont situés dans cette zone ainsi que dans toutes ces zones. Et voici les cas humains. Les cas humains qui se sont situés juste dans ces cas-là, sur ces 7 cas-là. Les premiers cas, 2003, c'est par là, 2004 et 2007. Tout ceci peut vous dire qu'il existe vraiment des caractéristiques épidémiologiques étonnantes. Il existe une saisonnalité de l'épidémie qui sont détectées entre le mois de janvier et le mois d'avril. La saison sèche est surtout fin de température fraîche à début de température chaude. Il existe des hypothèses disant que c'était la saison où il y a une concentration d'eau. L'eau sont évaporées des cours d'eau, des lacs. Il existe une concentration des volailles ou les oiseaux sauvages pourraient à l'origine. Mais au Cambodge, cette situation, ce facteur épidémiologique n'avait pas été démontré. C'était en Chine plutôt que cette hypothèse a été soulevée et démontrée et publiée. En 2006, il existe quand même des foyers épidémiques aviaires détectés au mois d'août, qui étaient début de saison, en pleine saison de pluie. Tous ces foyers sont localisés dans la zone sud du pays qui était proche avec le Vietnam. Et encore, il existe les mêmes localisations géographiques des épidémies chez les poulets et chez les cas humains. L'expérience au Cambodge, on adopte une mesure qui est moins onéreuse. On a eu des comités interministériels qui gèrent un peu la situation. L'abattage était systématique des élevages contaminés et ceux des périmètres proches, c'est-à-dire dans une zone de 1 km autour d'un foyer aviaire positif. Tous les poulets ont été systématiquement éliminés. Par contre, on regarde dans la zone proche, à 2 km autour, on laisse quand même 3 mois, par exemple, pour regarder s'il existe des cas positifs ou non. Également, une surveillance active de certains grands marchés. Je peux vous informer que le Cambodge, le marché des poulets, de la volaille, était des marchés vivants, des poulets vivants. Donc, on doit systématiquement poster des agents sanitaires qui suivent au fur et à mesure des ventes. S'il existe un cas positif, suspect mort, on va regarder le foyer, on va appliquer la première mesure. Également, des agents de santé animale affectés à la surveillance tout le temps dans les zones sensibles, c'est-à-dire dans les villages où il existe déjà des cas positifs des poulets contaminés des années précédentes.
Également, il existe en surveillant de réseaux de santé humaine basés sur une déclaration systématique de tous les pneumonies suspectes. En conclusion, avec les caractères propres à une évolution rapide de virus H5N1 propre au virus influenza, et également une circulation contenue et simultanée à la fois de H5N1 et des virus grippaux humains, il entraîne toujours des possibilités d'avoir des mutants de nouveaux virus, ce qui entraîne des risques de pandémie. Également, au siècle dernier était marqué par 3 pandémies de virus A, H1N1, H2N2, H3N2, également une réémergence des virus H1N1 en Russie. L'épidémie de grippe aviaire H5N1, qui aujourd'hui partie de la Chine, de l'Asie, a gagné l'Europe, puis également les pays d'Afrique. Également, les activités humaines contribuent grandement à cette diffusion par l'élevage, par les échanges commerciaux internationaux, tout ça. Est-ce qu'on pourrait poser la question suivante? H5N1 pourrait-il devenir un jour à l'origine de la première pandémie du XXIe siècle? Et je voudrais adresser mes remerciements à toutes ces équipes qui ont contribué à surveiller, à contrôler et à combattre cette épidémie au Cambodge. Et également, une des modes de transport des poulets au Cambodge, ce qui illustre que les activités humaines contribuent grandement à la diffusion de cette épidémie. Et je voudrais remercier de votre attention et je suis pour toutes les questions. Madame Cruy, merci pour votre intervention. Et comme ce sont des présentations, ce n'est pas ouvert à discussion. Nous accueillons maintenant le professeur Claudio Daniel Ribeiro, qui est médecin, qui est paludologue de la faculté de médecine de Rio de Janeiro. Il est actuellement chef du laboratoire de recherche en paludologie, qui est également Centre national de recherche. Ses travaux ont porté sur l'ensemble des questions du paludisme, autant les questions épidémiologiques, immunologiques, que manifestations cliniques. Et c'est ce qu'il nous propose ce soir en nous donnant quelques aspects du paludisme à Plasmodium vivax. Monsieur le professeur. Messieurs, dames, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier mes amis Jean-François Pays et Pierre-Ambroise Thomas pour cette invitation qui me permet d'être parmi vous dans une situation que je considère très honorable. Je connais la Société de pathologie exotique depuis que j'étais jeune médecin ici en France et étudiant de doctorat en biologie humaine chez le professeur Marc Chantilly dans le laboratoire de Pierre Douil, un ami d'ici de l'Institut Pasteur aussi. Bon, alors... Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que la situation du paludisme au monde, 40% de la population mondiale est exposée au risque d'attraper la maladie, 300 à 500 millions de cas par an. Vous voyez que ce sont des estimatifs assez larges. 2 à 3 millions de morts, on parle de 1,5 à 2,7 millions de morts, 90% en Afrique tropicale, 10% dans 6 pays, dont l'Inde, le Brésil, Sri Lanka, Vietnam, Colombie, Afghanistan. Je vais vous montrer un petit peu ce que se passe en Amazonie brésilienne, où nous avons surtout des paludismes dus à Plasmodium vivax. Alors, vous voyez que ce n'est donc pas une maladie exotique, et c'est une maladie certainement négligée. Ces numéros ne sont pas mis à jour, mais la conclusion est toujours valable. Ça veut dire que nous avons... il a une un pointeur laser. Bon, enfin, vous voyez que l'investissement pour chaque malade qui meurt de tuberculose, paludisme, asthme ou sida rentre dans des proportions tout à fait différentes, et ça a été, ça a changé un petit peu avec des crédits plus importants qui ont été mis en route par la fondation Bill Melinda Gates, MVI, Global Funds. Enfin, il y a des modifications un petit peu de ce panorama, mais pas suffisamment pour qu'on puisse dire que la maladie n'est pas une maladie négligée.
il a été estimé sur les bases de crise fébrile, que dans les années 40, 20% de la population était infectée. Le nombre de cas a chuté énormément après les mesures proposées par l'OMS pour l'éradication du paludisme. Et nous sommes arrivés à 1960 avec le nombre le plus bas, autour de 36 000 cas enregistrés au Brésil. Et depuis, on a observé une augmentation très importante qui était simultanée aux programmes de développement qui ont mené à une occupation très désordonnée de l'Amazonie. Et ce que se passe maintenant, c'est qu'après l'action de contrôle, nous allons voir, le paludisme se voit uniquement en Amazonie, bien que le principal vecteur, le Anopheles darlinge, soit présent sur tous les territoires. Nous avons donc 80% de crise due au Plasmodium vivax. Alors, l'Anopheles darlinge, comme je vous ai dit, c'est le vecteur principal. Il se vit dans toute la surface du territoire national et le paludisme se passe actuellement surtout en Amazonie. Je pourrais dire que le nombre de cas qu'on voit en dehors de la région amazonienne, c'est à peu près, je viens d'apprendre, le numéro de cas qu'on voit en France. Voilà 4500 cas, alors que vous avez autour de 5000. Donc, c'est un peu un sous-produit d'une transmission très importante qui se passe en région amazonienne. La région amazonienne qui concentre, comme je vous ai dit, plus de 90%, plus de 99% des cas de paludisme enregistrés tous les ans. Vous voyez que même dans l'Amazonie, la distribution n'est pas égalitaire et que nous avons des zones qui ont des risques beaucoup plus élevés que d'autres. Et 4 États occupent ce privilège, ces 4 États Amazonas, Pará, Rondônia et Acre. Et alors ça, c'est un cartogramme qui montre la distribution du Plasmodium falciparum. Je vous ai déjà dit que la proportion est surtout, la transmission est surtout de cas de Plasmodium vivax, surtout dû au fait que l'expansion de la structure et du programme a fait que nous traitons plus précocement, aussi précocement que possible, et nous arrivons à interrompre la transmission de Plasmodium falciparum, qui est effectivement maigre en Amérique du Sud et au Brésil. Et vous voyez ici sur cette diapo donc que 20% à peu près, ça c'est la moyenne pour la région amazonienne, 20% des cas uniquement sont dus au Plasmodium falciparum. Et on maintient les chiffres, cette proportion autour de 20% depuis que le programme d'intensification des actions de contrôle a été mis en place. Alors ça, c'est aussi un nombre un chiffre très très impressionnant. C'est un tableau un histogramme très impressionnant que j'ai et très récent que j'ai obtenu au secrétariat de surveillance sanitaire lié au ministère de la Santé, qui montre les tranches d'âge. Et donc ceci est dû d'une part certainement au niveau d'immunité. Nous savons maintenant que des populations migrantes peuvent acquérir très rapidement une immunité à des formes très graves de paludisme. Et aussi à des formes cliniques et aussi au profil professionnel d'exposition des individus qui s'exposent à l'infection. Alors, ce qui est important, et j'aimerais vous signaler également, c'est que comme résultat de ce programme, que finalement essaie de tenir compte de différentes et des difficultés d'interaction entre les actions décidées au niveau central, fédéral, et les actions mises en place par les niveaux municipaux, nous voyons que le nombre de cas hospitalisés chute. Vous voyez que nous pouvons voir 53 000 cas d'hospitalisation en 1994 contre 5 300 en 2007, 897 cas, autour de 900 cas de morts en 1994 et 64 en 2007. Ce que je peux dire, c'est que, bien entendu, on peut imaginer que ces chiffres sont sous-estimés, mais il faut tenir compte que le nombre de laboratoires impliqués, crédenciés, habilités à faire les diagnostics n'a pas cessé d'augmenter et que le nombre de cas sous-estimés diminue avec le temps. Donc, nous sommes dans une situation certainement plus favorable, parce que même si ces chiffres ne correspondent pas tout à fait à ce que se passe, celui-là correspond encore plus à la réalité. Alors, ceci pour montrer aussi les résultats de cet effort. En 1994, il y avait 2600 agents entraînés par les différents programmes dans les municipalités pour faire face aux demandes de diagnostic, contre 41 000 en 2007. Ici, le nombre de laboratoires pour les diagnostics en région amazonienne uniquement, et nous sommes maintenant avec le chiffre de 3200 laboratoires. Et ici, le nombre d'examens faits, vous voyez qu'il y a aussi une croissance. Et ici, dans ce tableau, nous voyons le pourcentage de cas traités dans les premières 48 heures.
et nous sommes déjà en 2008 autour de 60% des cas, et ça aide, bien que ça ne permette pas d'interrompre assez rapidement encore la transmission de Vivax, que c'est une lutte assez déségale, il faut dire, inégale, parce que nous combattons les vecteurs dans la région, dans leur maison, dans la forêt. Alors, le traitement est fait par chloroquine et primaquine pour Plasmodium vivax. Je vous ai mis ça tout simplement pour dire que nous commençons à avoir quelques cas de résistance. Elles ont été rapportées in vitro et tout le monde était très prudent pour dire qu'effectivement ça existe, surtout parce que les tests étaient faits sur chloroquine et il y a, on le sait, un synergisme de deux drogues, et tant qu'on n'a pas fait ça au point de vue test de laboratoire avec l'association, et on a commencé effectivement à voir, avant de venir, j'ai eu un coup de fil de Pedro Tawil, un épidémiologiste de Brasilia, en me rapportant 3 cas qu'il venait de voir à Brasilia avec une résistance in vivo claire. Alors, aussi, avec la diminution d'hospitalisation, la diminution de la gravité de paludisme à Plasmodium falciparum, nous avons assisté, on ne sait pas très bien expliquer, à une augmentation des cas, des complications inhabituelles dues à Plasmodium vivax. Il faut dire qu'on se sert des critères qui sont les critères utilisés pour affirmer un cas sévère de paludisme avec falciparum, mais il est clair qu'on a des décès et d'hospitalisations augmentés par Plasmodium vivax, qui n'était pas le cas. Bien entendu, dans chaque cas, on fait très attention à exclure les infections à Plasmodium falciparum, avec des tests très sensibles, les PCR ou l'examen exhaustif de l'âme, 500 champs, etc., et exclure d'autres agents comme la dengue, la leptospirose, fièvre typhoïde. Alors, je voulais vous remercier en espérant que je n'ai pas été trop vite et que j'ai occupé mon temps. Et je voulais terminer en vous proposant une alternative un peu différente de celle proposée par mon collègue, c'est celle de ne pas faire des trêves dans la lutte contre la transmission du paludisme, à moins qu'on considère que dans la planète, il y a des citoyens de deuxième catégorie. Donc, je vous remercie encore une fois.
Bien, je suis heureux de voir que un certain nombre d'entre vous, c'est-à-dire par définition l'élite, a survécu aux agapes d'hier soir. Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième session du centenaire. Je suis assisté de Pierre Saliou, notre ancien président, Pierre Saliou, je suis lié par une vieille complicité, c'est la complicité qui est vieille et pas Pierre, bien sûr. Pierre Saliou, qui va être le modérateur de cette séance et à qui je cède la parole. Merci Pierre. Eh bien, bonjour à tous. Et vraiment, qui mieux que Marc Girard pourrait nous informer ce matin sur les nouvelles approches vaccinales contre le VIH-Sida. Vous connaissez sûrement le professeur Marc Girard. Je rappellerai que Marc est vétérinaire, docteur en sciences, a été professeur de virologie et de biologie moléculaire à l'université Paris 7. Et pendant près de 20 ans, tu as été ici le chef du département de virologie et professeur donc dans cette maison. Merci beaucoup. Merci Pierre et merci Pierre. Merci de votre invitation et merci de cette très belle soirée d'hier soir. Alors, je vais vous parler un peu de sida. Le sida, c'est quand même encore aujourd'hui une affection qui fait 33 millions de morts, qui fait 33 millions d'infections, qui fait 2 millions de morts par an, qui touche aussi bien les enfants de moins de 15 ans que les adultes, et on compte environ 2,5 millions de nouveaux cas chaque année. La prévention est relativement facile, puisque finalement, elle est essentiellement à base d'abstinence de préservatifs et puis de contrôle des dons du sang. Mais comme vous le savez, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il existe des antiviraux remarquablement efficaces, mais aucun n'est capable de guérir de l'infection. Alors, ils ont un effet même pervers, on peut dire, puisqu'on voit que dans les jeunes homosexuels, par exemple, dans les pays occidentaux, on a tendance à dire, oh bien, peu importe, je prendrai 2 pilules par jour, ça ira bien. Donc, je crois que vraiment, le vaccin il est indispensable. Il y a un besoin criant pour les pays en développement, mais il y a aussi un besoin pour les pays occidentaux. Le problème, c'est que, comme vous le savez sans doute, on a essuyé une série d'échecs, dont un récent et retentissant en septembre l'année dernière, lorsque une étude clinique du vaccin de Merck a dû être interrompue à mi-parcours. C'était une étude de phase 3. Et ce qui a motivé un certain nombre de réactions, comme celle que je vous cite ici, de Baltimore, qui est maintenant le président de l'Association américaine pour l'avancement de la science, et qui disait « on n'est pas plus proche d'un vaccin aujourd'hui qu'on ne l'était dans les années 80 ». Il y a pas mal d'expériences en cours de peptides, utilisant ce peptide MPER, en le mettant soit en liaison avec la choléra-toxine B, soit dans des virosomes, etc. Ça induit des IgA qui bloquent la transcytose. La question, c'est quelle efficacité à ce procédé? Les expériences sont en cours. Et au fond, ce qu'il faudrait arriver à induire, c'est une réponse persistante d'immunoglobuline G neutralisante, à spectre large. C'est si possible une réponse persistante, et ça c'est très difficile, on ne sait pas bien faire aujourd'hui, d'IgA sécrétoire, soit neutralisante, soit capable de bloquer la transcytose du virus au niveau de la muqueuse. Et puis une réponse cellulaire CTL au niveau des tissus sous-muqueux, au niveau des tissus génitaux et intestinaux, de façon à ce que si du virus échappe à la neutralisation et commence un foyer, on puisse le neutraliser rapidement. Dernier point, tester le vaccin dans le modèle SIV macaque. Notre collègue vétérinaire Watkins, au Wisconsin, n'hésite pas, lui, à dire que si un vaccin à base d'antigène SIV n'est pas capable de réduire d'au moins 1,5 log la charge virale du singe après épreuve avec un virus SIV virulent, eh bien, le vaccin en question ne vaut pas la peine d'être testé chez l'homme en phase 2B ou en phase 3. Et qu'en fait, l'idéal, ça serait même de tester chez le singe une protection hétérologue, sachant que chez l'homme, le vaccin, il va falloir qu'il protège contre l'immense variété des souches de virus qui existent. Alors la conclusion, vous l'aurez compris, je pense, de ce discours, c'est qu'on a perdu 2 batailles, mais on n'a pas perdu la guerre. Je pense qu'il faut savoir rebondir à partir de ces échecs et en tirer parti. Il faut en tirer la leçon. Il y a plein d'approches encore inexplorées ou qui sont en cours d'exploration et qui vont donner des résultats dans les années à venir. Alors il est évident que si vous me demandez quand est-ce qu'on aura un vaccin, je vous répondrai à l'horizon
si on est heureux, si on est dans 10 ans, mais enfin, on n'en sait rien. Et je terminerai en citant Winston Churchill, « What is success? It's going from failure to failure with undiminished enthusiasm. » Merci beaucoup. Bien, merci Marc pour cet excellent exposé très didactique et qui nous donne quand même de l'espoir. Et maintenant, j'ai le plaisir d'appeler le docteur Anne-Marie Moulin, normalienne, agrégée de philosophie, mais également docteur en médecine, spécialiste en parasitologie, directeur de recherche au CNRS, et qui actuellement est en poste au Caire, à l'Institut des Affaires étrangères, où elle anime une équipe d'histoire des sciences et de santé publique, après avoir dirigé le département santé et société de l'IRD. Et donc nous allons écouter avec grand plaisir sa présentation « Éthique médicale et culture du monde ». Notre société a été créée il y a un siècle. On l'a répété beaucoup hier. On a aussi dit qu'elle porte un nom qui l'enracine dans un moment de l'histoire dont elle est au fond quelque part un monument. Il rappelle un mélange de fascination, de crainte, pour un ensemble d'affections qui sévissaient dans des terres lointaines et qui allait devenir la pierre de touche des réussites de la science médicale moderne. Ce terme de pathologie exotique rappelle un inventaire du monde sous l'angle des agents pathogènes, d'une ambition scientifique en quelque sorte sans limite, qui a culminé dans l'espoir que nous avons partagé largement de l'éradication des maladies infectieuses et parasitaires, précisément au tournant de l'an 2000. Et pour toutes sortes de raisons, c'est une ambition qu'il est aujourd'hui nécessaire de repenser, pour des raisons qui sont à la fois scientifiques, politiques et éthiques. Il est normal que 100 ans plus tard, notre génération s'interroge sur ce qu'ont fait les prédécesseurs et que nous nous interrogions sur un mouvement qui a fait la preuve de sa grande vitalité et que nous nous posions en même temps des questions sur sa signification. Sous forme de 2 questions auxquelles j'essaierai de répondre. Y a-t-il encore lieu de singulariser une pathologie exotique à l'heure de la globalisation de la planète et des échanges qui mettent la vaste Amazonie presque à la portée, à nos portes? Et deuxièmement, est-ce que la recherche médicale doit se déployer de façon identique à elle-même sur cette planète? Est-ce qu'il n'est pas temps de reconnaître une grande diversité culturelle et éthique qui fragmenterait le monde et s'opposerait à ce qu'on a appelé la transcendance de la science? Bref, de reconnaître une diversité de valeurs également légitimes qui avaient été méconnues au temps d'un moment historique de domination forte. En fait, je pense que l'analyse précise, cas par cas, du déroulement de la recherche médicale est finalement l'occasion d'analyser de façon très précise les sociétés. Cette analyse révèle certes des différences, mais aussi de nombreuses ressemblances entre les cultures. C'est à mes yeux un des grands mérites du musée que nous avons vu hier, aujourd'hui, musée vraiment magnifique, le parti pris esthétique qui a présidé à la façon dont les objets sont organisés dans l'espace de ce musée Branly a quelque part été très contesté. Mais en même temps, ce parti pris esthétique qui amène à rassembler des objets venus d'un peu partout en raison de leur proximité de forme ou de technique ou de fonction, tissus, masques, bijoux, armes, révèle un jeu de similitudes et d'analogies qui fait finalement bon marché des distances géographiques et des contacts, de savoir si réellement ces civilisations ont eu des contacts entre elles. Il y a de puissantes analogies qui parlent à l'imaginaire et qui, à mon avis, ont une portée, y compris dans le domaine, pourtant loin apparemment, de la recherche médicale. Peut-on vraiment opposer sans nuance
des cultures de l'individualité et des cultures du collectif, des cultures de l'indépendance et des cultures de la solidarité, du rationnel et de l'irrationnel. L'Europe, si individualiste par ailleurs, n'est-elle pas traversée périodiquement par des mouvements de dissolution de l'individu, de remise de son sort entre les mains du chef et de la patrie, en particulier lorsque des raisons de sécurité sont puissamment invoquées? Peut-on vraiment opposer des sociétés individualistes et solidaires, rationnelles et irrationnelles? Les résistances, par exemple, aux campagnes de vaccination dans un certain nombre de pays, dont il a été beaucoup question ces derniers temps, ne révèlent-elles pas, ce n'est pas nécessairement d'un refus aux valeurs occidentales et à la domination bien réelle, mais des réactions à la dépossession d'une décision lorsqu'il s'est agi de choisir des enjeux de santé publique et des priorités. C'est ainsi, par exemple, que le choix de l'éradication de la poliomyélite par la vaccination n'apparaît pas nécessairement comme une évidence pour la population confrontée à beaucoup d'autres pathologies apparaissant plus urgentes. À Alma-Ata, en 1975, l'OMS a voulu, dans un souci louable de réhabilitation des cultures locales et d'excuses pour les dominations passées, mettre sur un pied de relative égalité toutes les cultures en intégrant les tradipraticiens, un terme qui a été forgé à l'époque, dans les systèmes de santé locaux, afin de préserver l'unité de l'idéologie de la santé pour tous, mais aussi l'acclimater localement. Cet effort bien intentionné, vous en connaissez les conséquences, est heurté à l'extrême disparité des professionnels visés par cette appellation. La réhabilitation et la création qui sont progressivement apparues de médecines porteurs de valeurs identitaires. On a bien sûr le cas indien avec les 4 écoles quasiment officielles en Inde, ayurvédique, Unani, Siddha et occidentale. Mais un peu partout, on a eu des apparitions ou des recréations de médecine traditionnelle soutenues par les gouvernements et parfois appelées par les citoyens. La médecine du prophète a fait sa résurgence en terre d'islam. Mais une vraie comparaison, une vraie discussion scientifique entre ces différentes traditions a rarement été tentée. Pour terminer, je voudrais plaider pour un regain de réflexion sur la pathologie exotique, sur ce que ce terme controversé implique, et suggérer de lui insuffler une signification nouvelle pour le temps qui est le nôtre. Je vois dans ce terme d'exotique un double mouvement, ou si vous le préférez, une double exigence, à la fois scientifique et éthique. Déchiffrer ce qui est lointain dans ce qui est proche et inversement. On découvre ainsi que l'individu occidental est loin d'être aussi autonome et rationnel sous nos climats, ce dont témoigne à l'évidence la diversité actuelle des itinéraires thérapeutiques de nous-mêmes et de nos proches. Et inversement, les populations dans le monde rêvent actuellement des conquêtes de la biomédecine, de son imagerie bouleversante, l'échographie obstétricale, et de ses cures miracles. L'anthropologie aide à ce décentrage. L'anthropologie qui, après avoir visité exclusivement des terrains exotiques, Lévi-Strauss au Brésil, s'intéresse maintenant à nous-mêmes, à l'intimité dans nos murs, de nos hôpitaux et de nos laboratoires. Je pense aussi à des recherches prolongées par nos confrères africains qui viennent en France travailler et observer ce que nous faisons. Par exemple, les travaux des spécialistes africains à l'Institut d'études avancées de Nantes. En conclusion, je voudrais sortir de cette contradiction dans laquelle nous nous laissons enfermer entre l'universalisme d'une éthique médicale supposée prolonger la domination coloniale passée et le pluralisme insoluble de valeurs différentes, voire opposées. Le formalisme des procédures éthiques à l'échelle nationale et internationale n'arrive pas à résoudre cette contradiction. Il faut donc se saisir des situations de recherche en pariant que quelque part peut se déployer une palette de valeurs sur un horizon largement ouvert, mais où il existe des traits communs.
En remontant le cours du bulletin de ces 100 années de production scientifique, ma conclusion sera que 100 ans plus tard, le terme d'exotique peut se charger d'un nouveau message. Exotique signifie une double exigence, prendre des distances avec ce qui est proche et se familiariser avec ce qui est lointain. Exotique, terme certainement daté, connoté, n'est pas un indicateur inerte. Il se revifie d'une nouvelle substance, l'analyse précise et comparée des pratiques médicales, se projetant sur un horizon éthique commun, mais avec une palette de valeurs. La présence dans les pages du bulletin de correspondants du monde entier est un gage que ce renversement de perspective peut se continuer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour cet exposé tout à fait passionnant. Et maintenant, j'appelle le professeur Parodi, qui est docteur vétérinaire et qui, pendant de très nombreuses années, a été titulaire de la chaire d'anatomie pathologique de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, dont d'ailleurs il a assuré la direction de 1992 à 1998. Aujourd'hui, il est professeur émérite à Alfort, chargé des relations internationales. Il est également membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie vétérinaire de France. Il va donc nous présenter anthropozoonoses et autres infections interspécifiques des brèches dans la barrière d'espèces. Le sujet qui m'a été proposé est donc anthropozoonoses et infections interspécifiques des brèches dans la barrière d'espèces. Chacun sait ici que sous le nom de zoonose ou anthropozoonose, qui a été créé par Virchow, on classe des maladies qui peuvent être infectieuses, qui peuvent être parasitaires, en tout cas qui sont transmissibles, et qui le sont de l'animal à l'homme. Quelques chiffres vont indiquer quelle est leur importance. On reconnaît aujourd'hui que 60% des agents pathogènes, qu'ils soient microbiens ou parasitaires, pour l'homme, sont d'origine animale. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'à travers les exemples qui figurent sur cette table, on se rend compte qu'en réalité, cette affaire dont on parle beaucoup aujourd'hui, à travers des crises sanitaires récurrentes, est une vieille affaire. On pense en effet que la plupart des maladies qui sont là, la rougeole, les oreillons, la diphtérie, la coqueluche, etc., ont atteint l'espèce humaine à l'époque où Homo sapiens commençait à changer son mode de vie et de chasseur-cueilleur qu'il était, a commencé à se stabiliser dans ses pérégrinations grâce à l'agriculture qu'il a inventée et grâce à la domestication animale. Et c'est très certainement la domestication animale avec son corollaire, c'est-à-dire, d'une part, la promiscuité entre des espèces animales sauvages jusque-là et l'homme, d'autre part, une abondance relative de nourriture qui a fait que l'espèce humaine a commencé à accroître son nombre, donc l'accroissement numérique, démographique, sont ces deux facteurs qui certainement ont été à l'origine de l'acquisition bien involontaire de ces agents pathogènes jusque-là inféodés aux espèces animales et qui sont devenus des agents pathogènes pour l'homme. Ce qui est peut-être plus d'actualité, c'est que on admet actuellement que 75% des maladies infectieuses ou parasitaires humaines nouvellement apparues sont d'origine animale. Ceci veut dire que le processus n'est pas un processus archaïque, ancien, en tout cas pas stabilisé. Quelles sont les conclusions qui m'ont paru devoir être tirées de ce tour d'horizon rapide? Eh bien, on constate une sorte d'emballement dans les 2 ou 3 dernières décennies de ces maladies zoonotiques classiques ou émergentes. Et bien évidemment, ce dogme dont j'ai parlé tout à l'heure
de la barrière d'espèces est de plus en plus en défaut et de plus en plus perméable. Le deuxième point que je souhaiterais souligner, c'est que, bien évidemment, l'accusé initial, c'est l'animal. C'est lui qui porte l'agent pathogène et qui est capable de transmettre à l'homme. Mais à travers les quelques grandes lignes que j'ai parcourues, nous avons vu que l'homme introduit des facteurs qu'on appellera facteurs anthropiques et qui vont créer les conditions favorables les plus importantes, les plus fertiles au développement de ces nouvelles crises sanitaires. Le troisième point, je viens d'en parler, c'est que si l'on veut efficacement prévenir et contrôler ces maladies, eh bien, la réponse ne peut être une réponse globale, internationale, car, et c'est encore un constat devant votre société, car il y a une grande inégalité, je l'ai dit tout à l'heure, dans les capacités à répondre à travers le monde à ces événements, et bien souvent, il faut le reconnaître, cette incapacité ou cette capacité insuffisante va de pair avec des conditions démographiques, climatiques, qui sont favorables à l'émergence de ces maladies. C'est la raison pour laquelle seule cette coopération internationale doit être tenue dans ce sens. Et parce que nous célébrons le centenaire, j'ai voulu rappeler cette phrase étonnante de modernisme de Charles Nicholl dans son ouvrage Destin des maladies infectieuses, 1933, dans lequel il écrivait « La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires ». Merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'introduire le professeur Ogo Bara Dumbo, particulièrement fidèle à ses amitiés et à une partie de ses racines, et sa présence aujourd'hui parmi nous le démontre. Professeur Dumbo est directeur du Centre de recherche et de formation sur le paludisme et du département d'épidémiologie des infections parasitaires à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'Université du Mali à Bamako. Les essais cliniques en Afrique, pour nous, doivent répondre aux normes ACH et de la FDA. Quand nous nous sommes lancés dans ce défi, nous avons appris beaucoup de choses et nous essayons de respecter vraiment ces normes pour que les résultats que nous produisons puissent être acceptés dans le développement clinique des médicaments et des vaccins. Et nous disons, fort de l'expérience que nous avons documentée depuis un certain nombre d'années, que pour nous en Afrique, l'essai clinique implique non seulement le volontaire, on a parlé d'éthique tout de suite, mais aussi tout un village. J'aimerais simplement commencer par vous dire que quand nous avons essayé d'expliquer à nos partenaires de l'armée américaine, du NIH, de l'Université de Maryland, que signer un contrat individuel n'a pas la même signification à Washington qu'à Bamako ou dans un village, ça nous a pris du temps et ils ont appris maintenant notre démarche. À Bandiagara, en 2003, quand nous avons voulu commencer les premiers essais, et quand on a fini l'ensemble des procédures, protocoles, comité d'éthique, réglementation, je leur ai dit, on n'a pas fini, on ne peut pas commencer. Ils avaient planifié, ils ont dit, mais comment, Ogo? Ce n'est pas réglementaire si tu ne commences pas à J1. J'ai dit non, il manque deux choses. Il fallait qu'on ait la bénédiction du Ogon, de Sanga, à côté de Bandiagara, et de l'imam et des tradis praticiens. Et ils m'ont accompagné, et nous sommes allés voir le Ogon, on a fait le sacrifice, parce que pour moi, je ne peux pas commencer un essai clinique aussi hasardeux de phase 1 dans mon pays pour la première fois sans avoir la bénédiction de ce grand maître. Il a fait la bénédiction. Je suis venu à Sanga, on a réuni les tradis praticiens, nous avons fait les bénédictions et finalement, on a été à la mosquée un vendredi, le marabout a fait ses bénédictions. C'est avec ça que je me sentais rassuré pour commencer l'essai clinique en 2003. Et c'est ça l'éthique en Afrique. Et l'élément le plus important, c'est que je vous disais, pour comprendre le fait qu'on n'avance pas beaucoup dans le développement de vaccins, nous avons adressé cette question par un étudiant PhD burkinabé que j'ai avec moi, avec une mathématicienne de l'Université de Maryland, et nous avons suivi la population parasitaire. Comme vous pouvez le voir, l'haplotype parasitaire, d'une année à l'autre, la fréquence de distribution ne change pas. Mais ce que nous avons démontré, c'est que
L'haplotype qui a été inclus dans le vaccin n'est pas fréquent à Bamako, à Bandiagara. Donc comment voulez-vous avoir une efficacité protectrice? Donc ces données de biologie moléculaire du terrain nous enseignent beaucoup sur les candidats que nous sommes en train d'utiliser. C'est pareil pour le Amawan. La distribution haplotypique donc, de ces parasites qui est inclus dans le vaccin n'est pas souvent le même sur le terrain. Et donc on peut produire des anticorps, mais la durée nous pose des problèmes. Et dernière chose que nous faisons, c'est que les équipes d'immunologie travaillent sur la compréhension des mécanismes innés. Et vous voyez les cellules dendritiques myéloïdes, mais nous avons actuellement une équipe qui travaille sur les cellules plasmacytoïdes avec l'université de Carolina Institute. J'ai un PhD malien qui amène la technologie pour nous permettre de comprendre le fonctionnement des cellules dendritiques dans ces populations et quelles sont leurs durées de vie et leur protection et la négociation dans la coopération cellulaire. Donc c'est avec cela qu'on peut maintenir une équipe de niveau international, compétitive, et rendre service à la population. C'est en étant présent sur le terrain, avec cette capacité de développement qu'on a pu sauver cet enfant. Elle est heureuse, la maman est heureuse. Et ceci permet donc de maintenir la confiance de la population. Mais surtout, cet enfant a maintenant 7 ans, il va à l'école, il est l'avenir de la population. Et je souhaiterais que le développement des capacités de recherche clinique fondamentale en faisant des recherches, des essais cliniques en Afrique, nous apporte quelque chose qui nous permet d'augmenter la qualité de la pratique médicale et de santé publique dans nos pays. C'est en cela que, comme cette jeune fille, nous allons constituer, nous allons porter l'espoir de développement de vaccins à la population. Et je vous remercie. Merci Ogo pour cette excellente conférence qui montre combien le travail engagé sur ces essais cliniques vaccinaux est dense et de qualité. Et puis nous avoir fait percevoir aussi, à côté des aspects techniques de la vaccination, ce côté humain et environnemental qui conditionne la réussite du projet dans ces derniers stades en particulier. Alors, j'ai maintenant le grand plaisir d'inviter le docteur Suzanne Chanteau, qui est chef de service à l'Institut Pasteur, mais actuellement directrice de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Suzanne Chanteau est docteure en sciences et a longuement travaillé, séjourné en Polynésie française, successivement à Madagascar, au Niger, avant de rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Merci, professeur Delmont. Avant de démarrer, je voudrais remercier la Société de pathologie exotique et tout particulièrement son président, le professeur Ambroise Thomas, pour me faire l'honneur et l'amitié de m'inviter pour représenter cette Océanie d'où je suis originaire. Donc, j'ai choisi de vous parler de la filariose lymphatique dans le Pacifique, d'une part parce qu'il s'y passe des choses importantes en ce moment, et d'autre part parce qu'au cours de mon nomadisme scientifique, comme l'appelle Madame Moulin, j'ai eu à travailler sur cette filariose de Bancroft quand j'étais à Tahiti. Donc, la filariose lymphatique de Bancroft est due à un helminth qui est Buchereria bancrofti et elle est transmise par des moustiques vecteurs de différentes espèces. L'homme est le seul réservoir de ce parasite et aujourd'hui dans le monde on compte 120 millions de personnes infectées dans 83 pays et 1 à 2 milliards d'individus sont à risque d'attraper cette maladie. La filariose de Bancroft est responsable de 40 millions de personnes handicapées, constituant ainsi la deuxième cause de maladie invalidante. Et est-ce que réellement l'élimination est possible? Les réflexions actuelles sont de 3 ordres. D'abord, il y a un problème par rapport aux taux de couverture qui sont affichés par les pays. Beaucoup de pays disent 100% de traitement, mais en fait, ce sont des distributions à partir de points fixes de médicaments et non pas une distribution supervisée.
Et des enquêtes rétrospectives ont montré qu'en fait, 60% seulement de la population avait réellement absorbé ces médicaments. Donc on pense aujourd'hui à demander que cette administration soit supervisée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée fausse complètement les données et il faut la considérer à part. Il y a des zones entières de la Papouasie qui sont inaccessibles, hostiles, où la prévalence est parfois de 50%. On envisage aujourd'hui d'utiliser le sel, d'utiliser la DEC dans le sel de cuisine. Le deuxième problème concerne l'évaluation. Il y a une disparité dans les protocoles d'évaluation de chacun de ces pays. Et parfois, ces protocoles manquaient de rigueur. Il n'y avait pas de sondage, c'était des enquêtes de confort. On s'est rendu compte de ça. Donc il faut absolument plus de rigueur et standardiser, uniformiser ces protocoles pour toute la région. Le troisième point, c'est la pertinence des outils biologiques. Pour, premièrement, suivre l'efficacité des AMM. Deuxièmement, quand décider de l'arrêt de la transmission, donc de l'arrêt de ces AMM. C'est une question qui n'est pas résolue. Certains sont pour l'antigénémie, d'autres sont pour la microfilarémie. Mais même si on décidait de l'un ou de l'autre, quel est le seuil que l'on va fixer pour décider de l'arrêt de ces AMM? Est-ce que ce seuil doit être identique et univoque pour toute la région ou bien variable en fonction de la compétence des vecteurs en cause? Et là, ça se complique parce qu'il y a de multiples vecteurs. Par exemple, rien que dans le Pacifique Est, on compte pas moins de 15 Aedes capables de transmettre la filariose de Bancroft. Et on ne connaît pas la compétence vectorielle de chacun de ces Aedes. Celui qu'on connaît le mieux, c'est Aedes polynésiensis, qui a été très étudié en Polynésie française, qui est un vecteur redoutable et qui est capable d'un phénomène de facilitation. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène de facilitation? Ce vecteur est capable d'augmenter son rendement parasitaire s'il absorbe moins de microfilaires. Donc, c'est très gênant. Dès lors, les petits porteurs, quand on est en fin de programme, les petits porteurs peuvent être à l'origine de la reprise de la transmission. C'est le cas en Polynésie. Donc, après avoir baissé la microfilarémie dans les îles sous le vent, et on va regarder plutôt la courbe rouge dans l'île de Maupiti, on était arrivé à presque 0% de la prévalence de porteurs de microfilaires. On ne traitait plus que sélectivement les porteurs de microfilaires et au bout de quelques années, l'endémie a repris. Donc c'est une bonne leçon. Nous sommes à 2-3 ans du terme de PACELF et les objectifs semblent difficiles à atteindre en 2010. Une prolongation sera très certainement nécessaire. Mais même une fois qu'on aura atteint ces objectifs de PACELF, quelle stratégie allons-nous recommander pour la surveillance post-AMM? Quels outils biologiques allons-nous recommander pour détecter, pour surveiller la reprise de la transmission? Est-ce qu'il faut utiliser le test ICT, la sérologie anticorps chez les enfants, qui sont des marqueurs du contact entre le parasite et les enfants, la prévalence des formes cliniques aiguës précoces? Est-ce qu'il faudra maintenir quand même une certaine pression médicamenteuse de masse? Pas peut-être toutes les années, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc, quel schéma, quelle fréquence, combien de temps? Ou bien faudra-t-il se contenter d'identifier les quelques porteurs de microfilaires, de les traiter, de suivre ces foyers résiduels? Mais je crois que ça reviendra très cher et je me demande si c'est faisable. Donc, beaucoup de questions sans réponse et il faut continuer les recherches pour améliorer ces outils, pour trouver de nouvelles stratégies additives ou alternatives. Et donc, toutes ces recherches sont actuellement financées par la Fondation Gates. Améliorer ces outils, augmenter la robustesse du test ICT, améliorer les tests PCR sur les lots de moustiques,
affiner les stratégies de lutte antivectorielle, mieux connaître chacun de ces vecteurs sur leur comportement, sur leurs compétences, afin de pouvoir faire des modélisations, envisager la lutte biologique. Actuellement, en Polynésie française, à l'Institut Malardé, il y a un programme de recherche sur la lutte biologique avec des moustiques modifiés par des bactéries endosymbiotiques. C'est une collaboration avec l'Université de Kentucky aux États-Unis. Il y a des recherches thérapeutiques en ce moment, en particulier l'utilisation de la doxycycline, qui est indirectement macrophilaricide par un effet antibactérien en tuant les bactéries qui sont à l'intérieur des filaires. En conclusion, le programme du Pacifique, PACELF, est le premier d'envergure régionale. Il y a eu énormément de moyens, d'efforts de consacrer. Les résultats sont indéniables, mais ils ne sont pas définitifs aujourd'hui. Et il serait vraiment navrant que ce programme soit arrêté à la date fatidique de 2010. Donc, il faut le poursuivre et il faut surtout ensuite le pérenniser par une intégration de ce programme dans les structures nationales de santé, une combinaison de la lutte antivectorielle sur plusieurs maladies quand elles coexistent et continuer à mobiliser les bailleurs de fonds. Je voudrais remercier ces quelques personnes qui m'ont aidé à faire cette communication et je vous remercie de votre attention. La Société de pathologie exotique n'a décerné que 21 fois sa plus haute récompense, sa médaille d'or. Jusqu'ici, cette médaille n'a été attribuée qu'à des personnalités. Et pour la première fois, aujourd'hui, elle honore une fondation, la fondation DNDi, Drugs for Neglected Diseases. Au nom de cette fondation, j'aurai tout à l'heure le très grand plaisir de remettre cette médaille à son président, mon ami le professeur Marcel Tanner, directeur général de l'Institut tropical suisse, où j'ai eu jadis le privilège d'enseigner et auquel je reste très sincèrement attaché. Très grand plaisir de vous remettre. Alors, c'est que le message que je voulais faire partie, actuellement, le take-home message, c'est qu'il faudrait que la Société de pathologie exotique, comme les gens qui l'ont créée, M. Laveran était basé sur le terrain et qu'on n'oublie pas cette population-là qui souffre de la maladie. Et je crois que tant que nous avons l'œil et l'ambition braquée sur cette population qui souffre des maladies tropicales, nous pourrons mettre l'ensemble de nos efforts de formation, d'information et de recherche pour résoudre ces problèmes majeurs de santé publique. C'est vraiment le plus grand message que je voulais faire passer. Moi qui suis un Africain, qui est de la première génération des gens qui étaient à l'école, j'ai été formé à l'école francophone, mais ceci ne m'a pas empêché de m'adapter à l'école anglophone. Parce que la démarche scientifique, elle est unique, elle est standard. Donc vraiment, il n'y a pas de science française, il n'y a pas de science anglaise, c'est une science universelle. Et l'esprit, tout chercheur est obligé d'avoir le même esprit actuellement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de science sans la communication. C'est-à-dire, l'outil important de tout chercheur, c'est sa capacité de connectivité. Et ce que j'essaie de faire prévaloir, c'est l'articulation entre la high-tech de communication et la population qui parle aussi dans une autre dimension. Donc mon rôle en tant que villageois de Né, ayant été formé à l'école des Blancs, c'est d'amener ces deux types de formation pour qu'il y ait une articulation, donc pour qu'ils se comprennent. Parce que vous ne pouvez pas faire un travail soutenu, respectant l'éthique à long terme sans tenir compte de ce que la population dit et pense. Donc moi j'essaie d'apporter un peu cette articulation. Eh bien, on voit que finalement, quand on est face à des épidémies, on a du mal à trouver des généralistes. Et dans la société de pathologie, ce que j'aime bien, c'est qu'on a des gens qui ont passé leur vie, parfois dans des pays lointains, à travailler sur des sujets très spécifiques et qui les connaissent par cœur. Donc ça reste véritablement la référence. Et ces gens-là, on en a besoin pour faire face aux nouveaux défis qu'il faut qu'on relève. On n'a pas encore vraiment une idée claire de ce qui va se passer. On n'a pas les outils qui nous permettent de dire que dans 15 ans, on aura ça. On ne le sait pas. Il faut qu'on se prépare
à l'imprévisible. Et donc, il faut véritablement garder cet esprit d'écologiste de la santé, celui qui est capable de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un moustique parce qu'il regarde la végétation, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un virus parce qu'il regarde les animaux, de comprendre tout le sol, les pluies, voilà. Et ça, ce sont des choses indispensables, c'est de l'écologie. Et à la société, il y a des gens qui vous racontent des histoires formidables avec toutes leurs expériences, tout leur passé, et qui vous permettent de mieux comprendre. La Société de pathologie exotique représente pour moi un vivier d'experts absolument indispensable actuellement, dans la mesure où nous devons faire face à, comme on l'a vu ce matin, à l'émergence de nouvelles maladies. Il y a eu en gros en 40 ans, 40 nouvelles maladies, pour la plupart infectieuses, qui sont arrivées dans le monde et auxquelles nous avons dû faire face. La Société de pathologie exotique rassemble les experts susceptibles d'envisager la prise en charge de ces maladies, autant par les techniques de laboratoire, les techniques de recherche, que l'appréciation de l'espace d'une manière générale et l'étude des comportements humains, sans exclure, comme on l'a vu ce matin à travers la conférence d'Anne-Marie Moulin, les aspects éthiques qui sont à prendre en charge. Et donc c'est un réservoir, si on peut s'exprimer ainsi, francophone, absolument indispensable pour se mettre en position d'alerte vis-à-vis de ces nouvelles maladies. Voilà ce que représente pour moi la Société de pathologie exotique en 2008. Comme avenir, c'est la mobilisation de cette expertise à des fins de pédagogie, essentiellement, de pédagogie à destination des pays du Sud. Un intervenant précédent a bien indiqué qu'il y a un défaut, une carence actuellement de prise en charge des praticiens. Il y a de nouveaux objectifs également pour les prises en charge de ces maladies, la standardisation d'un certain nombre de protocoles, ce qu'on appelle des arborisations décisionnelles qui sont également à repenser à la lumière des moyens techniques qui sont à notre disposition. Et d'autre part, une nouvelle fonction de tous les professionnels de santé, qu'ils s'adressent à un individu ou à une collectivité, c'est la fonction d'alerte. Il faut être en alerte et savoir dépister ce qui est un petit peu anormal, car ça peut être l'indice de l'émergence d'une maladie nouvelle. Et c'est sur ce thème que se positionne véritablement l'expertise de notre Société de pathologie exotique. Donc son avenir, c'est essentiellement ça, se mobiliser à des fins de pédagogie. Se mobiliser à des fins de pédagogie, bien entendu, pas en se déplaçant, mais en utilisant les moyens de communication qui sont à notre disposition actuellement, les moyens numériques, et en particulier ce qu'offre, alors d'une part, l'Université numérique francophone mondiale, avec ses différents sites qui sont en train de s'implanter essentiellement en Afrique, mais il y a des demandes à Madagascar, bientôt dans le sud-est asiatique également, en Amérique latine également, à partir de la Guyane, mais bientôt également au Brésil. Donc une extension géographique de cette université numérique francophone mondiale qui permettra de faire passer les messages et surtout d'échanger avec les collègues du Sud. Parce qu'on verra au cours de ce congrès qu'il y a des intervenants qui sont des experts mondialement reconnus, qui viennent bien entendu de nos pays du Nord, mais qui exercent également dans les pays du Sud. Il doit y avoir dans quelques instants une conférence du professeur Ogobara Dumbo, qui a l'un des centres d'études de paludologie implanté au Mali et qui en fait l'un des centres d'expertise les plus performants du monde actuellement. Hier, c'était Madame Cruy qui intervenait sur la grippe aviaire et qui est qui est cambodgienne et qui est au sein d'un institut Pasteur. Donc ces moyens numériques permettront des échanges et la mobilisation pédagogique de l'ensemble de ces experts. Et au-delà du réseau de l'UNFM, je ne peux pas ne pas parler du réseau africain francophone de télémédecine, qui est le complément en quelque sorte et la vérification de l'exercice, qui est géré par nos collègues suisses de l'hôpital universitaire cantonal de Genève et qui porte le message de l'UNFM, comme on pourrait le dire en Afrique, au bout de la piste, c'est-à-dire dans
dans les centres de santé les plus périphériques. Ils ont développé une capacité d'intervenir sur des réseaux Internet à bas débit. La Société de pathologie exotique, pour moi, ça a été un lien très fort et supplémentaire entre l'Institut Pasteur, auquel j'ai appartenu pendant 22 ans, et travaillant successivement dans les Instituts Pasteur d'Afrique pendant 10 ans et d'Amérique du Sud pendant 10 ans également. Mes liens avec l'Institut Pasteur étaient extrêmement étroits, et avec la Société de pathologie exotique, qui est quelque part une émanation également de l'Institut Pasteur, c'est quelque chose qui a été pour moi un contact supplémentaire avec l'Institut Pasteur et la maison mère. Et puis la Société de pathologie exotique, c'est une maison dans laquelle, c'est une société à laquelle ont adhéré de très nombreux pastoriens d'outre-mer depuis le début, depuis sa création par Alphonse Laveran, mais des pastoriens d'outre-mer sur lesquels je travaille actuellement comme Edmond et Étienne Sergent étaient membres fondateurs de la Société de pathologie exotique. Donc vous avez une très grande charge historique dans l'histoire de la microbiologie française et la façon dont elle s'est répandue dans le monde par les instituts Pasteur d'outre-mer, qui est passée quelque part par la Société de pathologie exotique. Ce centenaire, c'est l'occasion de réunir ces gens, des praticiens, des chercheurs, des épidémiologistes, qui ont un but commun, c'est de s'intéresser à ces pathologies. Et puis de penser, d'avoir une pensée émue à nos anciens, à Laveran, aux premiers pastoriens qui ont été outre-mer, et qui ont en fait découvert ces pathologies. Il y en a d'autres, on parle beaucoup de pathologies émergentes. Il y a eu une période, au XIXe siècle en particulier, où en allant sur le terrain, on découvrait réellement des pathologies, et il y avait une implication directe, c'est que ces découvertes aboutissaient à des thérapies, à des vaccinations. Ce qui est toujours un peu plus frustrant actuellement, où on découvre beaucoup de choses nouvelles, mais qui n'aboutissent pas toujours à des grandes poussées, à des grands progrès en matière de thérapeutique. En matière d'information et de pédagogie, pour la médecine tropicale, la santé internationale, qui est en fait le mot moderne de la médecine tropicale, le mot actuel, le mot à la mode, on utilisera de plus en plus des réseaux de télémédecine parce que c'est l'avenir. Il y a un problème pédagogique considérable en médecine tropicale, en santé internationale. On est très bon en évaluation, en surveillance, et très mauvais en intervention quotidienne, parce qu'on a un peu abandonné la formation des praticiens au profit de choses qui intéressent l'Occident, c'est-à-dire l'émergence de maladies, l'exotisme. Au niveau de la Société de pathologie exotique, aussi petit à petit, on commence à s'ouvrir un peu sur la pathologie du voyage. Alors c'est très intéressant parce que c'est deux choses différentes. D'un côté, la médecine tropicale classique étudie les maladies tropicales, mais dans leur milieu et avec leur prise en charge avec les moyens financiers du milieu. Par exemple, la prise en charge du paludisme au Mali avec les moyens maliens. Et la médecine des voyages, c'est la prise en charge de la même maladie, par exemple, le paludisme, mais en France avec des moyens financiers français. Alors, le temps fort de ce centenaire, c'est en fait d'être un peu les héritiers de ces précurseurs, de ces médecins qui, à la fin du 19e, début 20e pour Laveran, ont cru dans l'avenir. Parce qu'en en fait, c'était à la fois des découvreurs, mais ils allaient dans l'inconnu. Parce que c'était une grande effervescence scientifique et intellectuelle, et ils doutaient beaucoup. Yersin lui-même, en 1894, quand il découvre le bacille de la peste, il met fin à des errements millénaires. Et lui-même s'étonne qu'on n'ait pas pu trouver avant l'origine de ce mal. Donc être un peu les héritiers de ces grands chercheurs, c'est une fierté et à la fois un grand challenge pour nous, parce que seront nos découvertes de demain, et c'est là qu'on doit avancer pour être à la hauteur des attentes des populations, puisqu'en définitive, ce qui nous intéresse, c'est de soulager le mal, la souffrance et faire avancer la science. Ces 100 ans de la société sont pour moi quelque chose d'important pour montrer une certaine continuité. Et une continuité vis-à-vis de pays et de peuples auxquels nous sommes associés depuis longtemps par une vieille amitié, par un devoir de solidarité.
une continuité parce qu'un certain nombre de nos anciens, dans une certaine mesure nous-mêmes, avons consacré notre vie ou une partie de notre vie à ces pays. Et je crois que c'est, sans vouloir utiliser de grands mots, c'est une tradition de la France et c'est un peu l'honneur de la médecine française, au moins à certains égards. Alors les temps forts, eh bien les temps forts, il y en a eu un certain nombre. En fait, nous n'avons pas enregistré de révolution dans le cadre de la société, mais une évolution marquée par des appoints quelquefois considérables dans tel ou tel domaine. Et maintenant, le défi auquel nous sommes confrontés, c'est de nous adapter au monde actuel, à un monde qui change beaucoup et des médecins tropicalistes qui changent aussi beaucoup eux-mêmes, qui sont de moins en moins nombreux, avec parmi nos jeunes des médecins qui gardent le même enthousiasme, les mêmes compétences, mais qui interviennent beaucoup plus, contrairement à ce que nous faisions nous-mêmes jadis, qui interviennent beaucoup plus de façon ponctuelle, limitée, dans une médecine d'urgence, qui correspond à une autre forme de service rendu, et toute forme de service rendu à la matière a sa valeur. Nous essayons de les intégrer le mieux possible à ce que nous faisons, et à titre personnel, j'essaie de les intégrer le plus possible dans le cadre d'une société savante. Je ne voudrais pas en effet qu'ils soient considérés comme la piétaille des médecins, mais bien comme des tropicalistes à part entière qui sont nos représentants sur le terrain et auxquels nous devons par conséquent toute la considération qu'ils méritent. J'ajoute enfin que dans cette évolution, et j'y faisais allusion très vite tout à l'heure, nous essayons de nous rapprocher de sociétés étrangères, en particulier de sociétés européennes de médecine tropicale, en confrontant notre expérience, nos moyens, puis en essayant de trouver des solutions communes à ce qui peut l'être, mais au-delà de ces aspects un peu utilitaristes, avec l'occasion du plaisir de se retrouver. Je pense néanmoins qu'il y a au moins un domaine où la Société de pathologie exotique peut apporter quelque chose de précieux, c'est dans la capacité de réunir des chercheurs plus ou moins fondamentaux à des hommes de terrain, et par conséquent de confronter ce que l'on fait aux besoins et aux réalités du terrain et à ce qui est effectivement pratique, utilisable par les populations qu'on cherche à aider. Peut-être n'y aurait-il pas de découvertes spectaculaires grâce à la société, mais s'il y a déjà une interface qui se réalise par cet intermédiaire, je crois que ça pourrait être très précieux. La Société de pathologie exotique, je la connais depuis que j'ai terminé mes études en fait, de médecine. C'est une société qui, pour la spécialité qui est la mienne, est d'une importance tout à fait extrême. Beaucoup de pays ont leur propre politique de santé dans laquelle il n'est pas toujours facile de s'intégrer ou d'interférer. Je pense que la Société exotique a encore un rôle important à jouer, ne serait-ce que par la diffusion de son bulletin, qui me paraît un de ses organes, une de ses activités les plus importantes, qui permet à beaucoup quand même de jeunes ou de très jeunes chercheurs, de très jeunes équipes de pouvoir s'exprimer, qui est, disons, la dernière revue de langue française. La façon de penser est liée à la langue. Vous avez un langage intérieur, vous pensez avec un langage intérieur, et ce langage intérieur, c'est votre langue maternelle. Donc je suis tout à fait d'accord pour dire que la façon de penser est très liée à la langue, et la précision du français est peut-être à l'origine de la précision d'un mode de pensée des chercheurs français.